Bienvenue sur ce webinaire, qui est un webinaire avec un titre un peu particulier, qui est sur naturopathie, une profession en déclin, et un titre qui a généré beaucoup d'activités. On a reçu pas mal de messages, de questionnements, de mécontentements, parce que c'est vrai c'est un titre qui est alarmant et potentiellement provocateur. Et c'est vraiment un choix de ma part et vous allez le découvrir tout au long de ce webinaire, pourquoi j'ai choisi ce titre. C'est un webinaire qui est un peu particulier parce qu'il est à la fois un état des lieux sur notre profession actuelle. J'ai passé énormément de temps et de lecture pour créer ce webinaire. Ça se compte en plusieurs semaines, même si il semblerait peut-être pas. Mais voilà, il y a beaucoup de travail de recherche profonde derrière avant d'affirmer de telles choses. Et puis c'est un webinaire qui permet aussi de faire la promotion de notre formation de conduite de séance. C'est une formation que je donne depuis des années, mais que j'ai complètement revisitée cette année, justement avec le constat que j'ai pu faire autour voilà, des différents accompagnements récemment. Et puis j'ai aussi envie de dire publiquement ce que je pense et ce que je ressens, ce que je pressens depuis des mois, voire des années. J'ai vu Camille qui sourit, mais voilà, qui est à mes côtés depuis 18 mois et qui entend et qui parfois qui subit ce que tout ça parce que c'est vraiment très perturbant. Dans mon activité professionnelle, je suis amenée à rencontrer énormément de naturopathes. J'ai essayé de faire le calcul et j'ai pas réussi. Je sais que c'est des milliers. Alors j'ai écrit des centaines pour pas faire très prétentieux en 10 ans et donc j'ai vraiment voilà une analyse et un constat qui est sans appel sur notre profession et un peu ce qui on va dire la tournure, l'orientation qu'elle peut prendre. Voilà, donc du coup, c'est une formation qui permet à la fois de présenter notre formation qui s'appelle Pratiquer et accompagner avec méthode, avec une démarche systémique, fonctionnelle et pédagogique en naturopathie, et une naturopathie qui est à la croisée de la science et de la tradition. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais faire une présentation, mais une présentation qui va être très rapide et qui est une présentation qui est orientée évidemment pour ce webinaire-là, dans ce contexte ici. Ici, j'ai pas de casquette de naturopathe spécialisée femmes, enfants ou seniors. Ici, je vais prendre ma casquette chef d'entreprise et, euh, et, euh, et on va dire, oui, directrice aussi d'un cabinet, forcément, d'un cabinet de naturopathie, présidente d'une association, formatrice en extérieur pour des organismes de formation, mais aussi des laboratoires. Voilà, c'est cette casquette-là que je vais prendre au travers de ce webinaire. Donc, bon, bah, je suis titulaire d'un diplôme universitaire en nutraceutique et alimentation santé. Je suis formatrice référencée Programme national nutrition santé. Et c'est pour cette raison que je vais parler des recommandations officielles dans ce webinaire. Et j'ai suivi pas mal de formations en aromathérapie scientifique, en micronutrition, notamment avec le professeur Castronovo, phytothérapie en environnement aussi, et des techniques de PNL, ce qui m'a permis d'acquérir toute cette structuration dans ma pratique au fur et à mesure des années. Donc, je suis installée en cabinet depuis un peu plus de 15 ans. Je suis présidente fondatrice de Sanavi, tant sur son volet associatif que sur son entreprise, qui est aussi organisme de formation, et formatrice pour moi-même, mais aussi pour différentes structures depuis 2015. Et j'étais avant responsable de secteur de la région PACA pour le laboratoire LPEV, et je le rappelle ici pour un peu ma casquette peut-être commerciale, gestion des priorités, organisation. Et puis bah, parce que j'ai été témoin aussi de beaucoup de praticiens que j'ai visités et j'ai vu leur évolution, leur progression au cours de ces dernières années. Alors, la naturopathie, je vais poser rapidement une définition. Alors, des définitions, il en existe plein, et j'ai choisi la définition de la FNAT. FNAT, c'est une structure, une fédération qui est très active en ce moment pour promouvoir la naturopathie au travers de la santé intégrative, et ce, de manière nationale, mais aussi internationale. Donc, il y a un projet qui est très prometteur. Donc, je vais vous présenter sa définition. Il en existe plein. J'en ai mis une de la FENA aussi, ce qui va nous permettre de rebondir sur en fait, le grand écart qu'il y a entre la définition et ce qui est posé publiquement et la réalité de nos pratiques. Donc, la naturopathie, c'est une discipline qui vise à la conservation, l'optimisation et la restauration du bien-être et de la vitalité par des moyens exclusivement naturels dans le respect de la physiologie. Vous avez vu déjà, il n'y a plus le mot santé a sauté.
Le naturopathe fait la promotion de la santé via des bilans de terrain, cures, techniques et réformes individualisées des habitudes de vie, en intégrant toutes les dimensions de la personne humaine, ainsi que ses interactions avec l'environnement. Là aussi, hyper intéressant, les interactions avec l'environnement. Et moi, je vois bien que mon constat dans nos pratiques, c'est qu'on a peu de connaissances, de compétences et d'outils. On est très peu outillés pour la pratique liée à l'environnement. Nous sommes des réels éducateurs de santé, on est généralistes de la prévention et s'implique aussi comme un acteur complémentaire au sein de la médecine intégrative. Donc, on est vraiment dans une démarche aujourd'hui, dans un courant intégratif. Par la FENA, nous parle d'un cadre préventif et d'éducation de la santé, donc on a bien ce mot santé, à préserver cet équilibre grâce à une hygiène de vie adaptée à chacun. Lorsqu'un dysfonctionnement apparaît, la naturopathie s'oriente vers la recherche des causes qui peuvent être physiques, psychiques et ou émotionnelles, par des conseils adaptés et naturels, principalement en hygiène de vie, en alimentation, en gestion du stress et des émotions. La naturopathie s'attache à agir sur ces causes tout en soutenant l'énergie vitale de la personne, énergie que l'organisme mobilise pour s'adapter aux différentes situations et se réparer. Voilà, donc j'ai mis ces deux définitions parce qu'elles me semblaient complémentaires, la première étant plus généraliste, la deuxième étant plus concrète, et c'est ce que je vais encore présenter là au travers des différentes diapos que je vais vous proposer. Dans l'histoire de la naturopathie, et ses origines en France, hein, parce qu'on va pas du tout refaire de l'histoire, c'est pas le sujet. Mais c'est important de reparler de ses origines en France et de Pierre-Valentin Marcheseau, qui a synthétisé à peu près tous les enseignements précédents et qui a construit les 3 cures principales que vous connaissez, détoxification, revitalisation, stabilisation, et qui les a hiérarchisées autour des 10 techniques, hein, 10 techniques propres à la profession que vous connaissez et qu'on va voir par la suite. Alors, toutes les écoles ne s'identifient pas dans la descendance de Pierre-Valentin Marcheseau. N'empêche que c'est notre, on va dire, père de la naturopathie en France, et on le voit voilà, dans beaucoup d'écoles, dans beaucoup de courants. Pierre-Valentin Marcheseau, c'est un mélange d'inspiration hygiéniste, spiritualiste et empirique. Hein, on a quand même une grande part philosophique dans son enseignement. Ce sont des notions historiques de la naturopathie et on est sur des notions qui ont été posées entre les années 35 et 1994, année de sa mort. Donc en gros, les années phares de la naturopathie hygiéniste, des années 35 à 80, à 90, et qui sont encore enseignées aujourd'hui. Voilà, donc vraie question, est-ce que ces notions ont été révisées? En vert, parce que bah, c'est l'axe très positif, forte des découvertes de la science et des avancées permanentes de la recherche, la naturopathie moderne s'appuie toujours sur des techniques naturelles dont la science a aidé à mieux comprendre les mécanismes d'action grâce à la biochimie ou encore à la neuro-immuno-endocrinologie ou la PNEI, la psycho, neuro-immuno-endocrinologie, si vous connaissez plutôt sous ce titre-là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une naturopathie qui est à la fois poussiéreuse parce qu'on a beaucoup de notions empiriques qui datent des années 30. Et en même temps, on sait qu'on a des ressources aujourd'hui, plutôt à l'international qu'au national. On le voit sur des collectifs naturaux et des structures internationales comme c'est la WNF, qui va être beaucoup plus axée sur un volet scientifique que notre naturopathie française. Euh, on a un décalage entre la naturopathie qu'on retrouve des années 30 à une naturopathie qui devrait être aujourd'hui comme elle est, qui l'est dans certains axes, mais qui l'est difficilement. Beaucoup de naturopathes ont du mal à sortir la tête de l'eau pour présenter un peu cette étiquette d'une naturopathie moderne. Alors, le problème, il n'y a pas une naturopathie, mais donc des naturopathies en fonction des courants, des écoles, des mises à niveau, des intervenants, des contenus. C'est même pas que école dépendant, on va même s'affiner, c'est formateur dépendant en fonction des formateurs qui interviennent dans les organismes de formation, en fonction de leur contenu, de leurs propres expériences, ils vont transmettre différents messages. Et donc, bah, la problématique, c'est qu'on a des pratiques qui sont parfois nébuleuses, hein, donc assez floues, sur des bases empiriques et qui manquent de rigueur scientifique. Alors, ça avance pas comme je veux.
Alors, je vais reprendre enfin prendre ou reprendre les 10 techniques de la naturopathie un petit peu plus loin. Et avant, je vais vous parler des principes, mais alors des principes avec un regard international, d'accord? Puisque la naturopathie, c'est une pratique qui est internationale. On sait qu'on a d'autres pays où c'est une pratique qui est reconnue et qui a évolué différemment de notre pratique française. Mais on a bien des pratiques, des principes qui sont reconnus à l'international. Donc je remets en rien en question ces principes, hein, je tiens vraiment à le préciser, je suis naturopathe et fière de l'être. J'ai eu parfois honte de l'être selon les circonstances où j'étais. Aujourd'hui, je suis fière de l'être parce que j'assume vraiment ma pratique et donc je crois en cette naturopathie, mais par contre, je vois ses travers et c'est ces travers que j'essaye de faire ressortir autour de ce webinaire. D'abord, ne pas nuire. Dans certaines situations, et c'est bien précisé dans certaines situations, il y a un raisonnement qui est simpliste. D'accord? On peut avoir des raisonnements simplistes ou des manques de connaissances pouvant déboucher sur des conseils qui peuvent être nuisibles ou des pratiques extrêmes. Donc oui, on peut avoir des pratiques nuisibles. Je ne vais pas prendre le temps d'illustrer, il nous faudrait une journée, mais je pense que tous ceux qui m'écoutent ont bien en tête quel type de pratiques peuvent être nuisibles et donc on ne respecte pas cet adage d'abord ne pas nuire. Ensuite, accompagner le pouvoir de guérison de la nature. Dans certaines situations, ça devient un prétexte pour écarter tout dialogue avec la médecine. J'ai été formatrice dans énormément d'écoles de naturopathie, donc 12 écoles de naturopathie dans lesquelles je suis intervenue en formation, des milliers de stagiaires formés. J'ai eu à bon nombre de fois des personnes en face de moi, des apprenants, qui remettaient en question la médecine, mais surtout ses plans, qui refusaient catégoriquement d'orienter des clients des patients vers de la médecine qui disaient que c'était mieux de prendre les plantes, de soutenir le foie que de la chimiothérapie. Je veux dire, ça, c'est juste pas possible. Voilà, donc ça ne doit pas être un prétexte. La nature guérit, en fait, c'est qu'on a simplement en soi une nature, un principe d'auto-guérison. Hein, c'est lié à l'homéostasie. Et donc, de rester focalisé sur le pouvoir d'auto-guérison du corps peut retarder la prise en charge médicale et entraîner une perte de chance. La perte de chance, c'est ce qui nous est reproché de la part du Conseil de l'Ordre des médecins, qu'ils ont sorti d'ailleurs tout un papier l'année dernière sur les pratiques de soins non conventionnels. Et ils nous reprochent évidemment d'avoir des pratiques qui entraînent une perte de chance pour les clients, une perte de chance de guérison, hein, clairement. Explorer la cause. Dans certaines situations, il y a un risque de simplification, mais excessive. Je vois des fois des raccourcis qui sont faits, c'est juste horrible, pouvant aboutir à des raccourcis utilisés sans fondement clinique sérieux. Donc une déconnexion avec les facteurs multifactoriels, qui sont plus des facteurs modernes, qu'on n'a pas du tout dans nos cours de Ensuite, considérer la personne entière, hein, donc dans sa globalité. Dans certaines situations, il y a une marginalisation ou une focalisation sur des principes énergétiques, spirituels ou émotionnels pouvant induire une approche floue. On peut avoir des dérives et de la marginalisation de naturopathes qui vont s'isoler dans des pratiques très spécifiques avec, j'en ai beaucoup rencontré, hein, des dominantes sur l'émotionnel, où l'émotionnel serait le pilier de tout et qui empêche en fait cette approche globale. Voilà, donc la personne dans sa globalité, oui, mais il faut bien rester du coup dans la globalité. Ensuite, enseigner, instruire, enseigner pour rendre autonome, mais on n'a pas d'enseignement à enseigner dans les formations. On n'a pas d'enseignement à accompagner. En fait, on n'a pas d'enseignement concrètement à coacher, puisque le coaching est un métier. Donc, il y a peu de place à la pédagogie dans le cursus de formation. C'est en gros 3 ans à apprendre, à apprendre, à apprendre, mais peu de formation à enseigner, à transmettre, à éduquer réellement à la santé. Prévenir les maladies, promouvoir la santé, le bien-être, eh bien, on est formé pour agir sur la santé, mais on n'est pas considéré comme des professionnels de santé. Moi, ça fait 15 ans que je cotise parce que ça n'existait pas encore les professions du bien-être quand je me suis inscrite au registre de l'INSEE, mais moi, je cotise à activité de santé humaine non classée ailleurs. Donc, santé humaine, mais pas le droit d'utiliser la santé, pas considérée comme un professionnel de santé. Donc, il y a déjà là une grosse dissonance entre les principes et réellement notre pratique. Et puis, prévenir des maladies, la prévention, c'est un principe qui est quand même peu incarné parce qu'il y a peu de formation sur les recommandations officielles, sur la prévention. Hein, on a énormément de recommandations officielles sur la prévention et il y a peu de partenariats avec les professionnels de santé publique.
Éliminer les surcharges, hein, toxiques ou toxiniques. Dans certaines situations, là aussi, on retrouve un raisonnement simpliste, approche souvent empirique, déconnectée des connaissances scientifiques et pouvant être nuisible. Un exemple me vient, je ne peux pas m'en empêcher puisque c'est encore un exemple que j'ai vu ce matin, voire ce week-end, c'est, voilà, les règles chez la femme qui sont là pour un nettoyage du corps, l'utérus ou le vagin qui est considéré comme un émonctoire, grâce au leucorrhée. Enfin voilà, ça, il faut reprendre un peu les bases de biologie et reprendre toutes les connaissances et arrêter de diffuser des messages comme ça qui sont absolument pas fondés biologiquement. Ensuite, les concepts. On a 5 concepts bien connus: humorisme, vitalisme, causalisme, holisme, hygiénisme. Humorisme, un concept basé sur la science, normalement, mais dans certains enseignements, on a des transmissions, là aussi théoriques, simplistes, des fausses croyances, un manque de connaissances en biologie, qui restent enseignées sans réactualisation critique. Voilà, ça je vois passer régulièrement, sur des théories sur les humeurs qui sont absolument pas, structurées, validées et en aucun lien avec la biologie humaine. Le vitalisme, qui est un concept qui est philosophique, voilà, donc tout ce qui est philosophique, eh bien, ça reste d'une appréciation personnelle et qui n'est pas reproductible. Donc je ne remets pas en question ces concepts, aucun. Je ne peux faire ça, je ne souhaite faire ça, mais il est quand même important d'expliquer que ces concepts peuvent être, perçus différemment selon les courants, selon les écoles. Donc le vitalisme, peut être mystique, voire dogmatique, et non croisés avec des connaissances biologiques et encore là, des raccourcis. Et puis il y a aussi une évaluation qui est très divergente, ça je l'ai vu par rapport aux écoles dans lesquelles j'interviens, très divergente de l'énergie vitale selon les écoles. Alors il y en a qui vont utiliser, les diathèses naturopathiques, d'autres les diathèses de Ménétrier, d'autres qui vont parler du stress, des facteurs d'adaptation, enfin voilà, chaque école a un peu son concept pour évaluer le vitalisme. Le causalisme, là aussi, alors l'origine de la première des dysfonctions, rechercher la cause peut être vraiment simplifié. Enfin, on simplifie à l'extrême des problématiques qui sont souvent multifactorielles. On empêche une vision qui est systémique et réelle et qui n'est pas du tout adaptée aux enjeux de santé actuels. Si c'était si facile que ça de trouver la cause, la médecine aurait fait un grand pas et avancerait. Ce serait peut-être beaucoup plus juste de parler de lien de cause à effet. Et moi, je parle souvent de lien de cause à effet. Holisme, hein, on a vu tout à l'heure, hein, prendre la personne dans sa globalité. La problématique, c'est que selon l'école, selon les courants, on va focaliser sur un plan et on n'a pas la capacité de prioriser, de hiérarchiser en fait les différentes étapes dans la prise en charge globale. Et puis l'hygiénisme, on a encore certaines écoles ou enseignements hygiénistes radicales qui sont potentiellement dangereux et potentiellement déconnectés de réalités biologiques individuelles, clairement. Techniques. 3 techniques majeures indispensables à notre métier: le réglage alimentaire ou hygiène nutritionnelle, donc que vous connaissez tous avec l'alimentation, et aussi les compléments alimentaires, notamment la micronutrition. Là, on le sait, il y a un risque de confusion avec l'acte de diététicien. Je vois beaucoup de naturopathes qui font des pratiques illégales de la diététique. Allez rencontrer des diététiciennes, des diététiciens pour voir quel est leur axe de travail et voir comment est-ce que vous pouvez être complémentaires. C'est super important. Chacun son métier. Moi, j'apprécie pas quand j'ai, n'importe quel praticien qui va faire une forme de pratique illégale de la naturopathie. C'est pas illégal puisqu'il y a pas de cadre, et du coup, moi, en échange, j'essaie de garder ma juste place, ma juste posture pour éviter d'aller marcher sur les plates-bandes des confrères, des consoeurs et donc il y a vraiment un risque de pratiquer, la diététique, et en plus de rester avec des dangers. Donc il faut rester dans l'éducation hygiéno-diététique, et le problème, c'est que, dans nos 10 techniques, en formation, on est très peu formé, là aussi, aux recommandations officielles et donc dans l'alimentation, dans tout ce qui va être, nutrition, santé, on a peu ou pas de considération des recommandations officielles, pas de formation aux recommandations officielles. J'ai été formatrice en nutrition dans différentes écoles de naturopathie. J'ai jamais vu passer dans les supports les recommandations officielles à jour. Oui, parce qu'il faut les actualiser, hein, donc c'est très important et puis, pas beaucoup d'utilisation des outils de santé publique. Voilà, donc il y a des risques de recommandations inadaptées, voire dangereuses et il y a un manque de réorientation ou de travail en collaboration.
Ensuite, du côté du stress ou de l'hygiène neuropsychique, la gestion du stress, le bien-être émotionnel, il y a clairement un risque de se substituer à un suivi psychologique, voire psychiatrique. Il y a vraiment des dangers parce qu'il y a des absences de formation approfondie, hein, notamment sur l'accueil de chocs émotionnels, par exemple. Et puis, il y a peu ou pas de connaissance des recommandations officielles et des utilisations des outils de santé publique. Et pourtant, en 2025, la santé mentale fait partie des grands axes de notre ministère de la Santé, hein. C'est vraiment au cœur de la santé publique. Et donc, il y a énormément d'outils, d'informations à destination du grand public, hein. Donc, on peut tout à fait se saisir pour utiliser en consultation. Et là aussi, il y a un manque de réorientation et de travail en collaboration avec des psychologues. Et puis l'activité physique ou l'hygiène musculaire, adopter le mouvement, oui, mais attention, risque le naturopathe peut vite sortir de son champ de compétences en donnant des plans d'activité physique spécifiques en confusion avec les activités d'un coach sportif, d'un enseignant APA, enseignant en activité physique adaptée, ou même en kinésithérapie. Il y a un risque de proposer des activités qui ne sont pas adaptées, et là aussi, il y a un manque de réorientation et de travail en collaboration qui est absolument évident. Après pour les autres techniques, j'ai pas forcément vocation à les développer, mais d'une manière générale, dans les autres techniques, le risque, c'est de glisser vers des pratiques thérapeutiques, et d'engendrer une perte de chance. Que ce soit sur les techniques réflexes, je voulais dire réflexologie et technique en même temps, ça fait technologie, c'est pas mal. Donc les techniques, réflexes, donc la réflexologie, la phytothérapie, l'aromathérapie, il y a vraiment des risques d'être dans des pratiques, thérapeutiques, et d'induire des pertes de chance pour le client, pour le patient. Et puis un risque de confusion avec la pratique de la médecine, avec la pratique de la kinésithérapie, notamment pour le massage. Voilà, donc il y a toujours des risques liés à ces différentes techniques et il est vraiment très important de se recentrer sur sa posture et je vous invite tous, hein, tous les naturopathes qui m'écoutent là, à réfléchir vraiment sur leur posture, sur leur place, sur la façon dont ils travaillent avec ces différentes techniques pour être sûr, eh bien, qu'ils ne dévient pas sur des pratiques d'autres professions de santé, par exemple, et qu'ils n'aient pas une pratique thérapeutique. En France, loi et cadre actuel, et je dis bien en France, hein, parce que c'est très spécifique dans notre État, rien à voir avec l'Allemagne, avec la Suisse, l'Espagne et le Canada, par exemple. Aucune reconnaissance officielle par l'État français. Donc, ça entretient le manque de sérieux. Pas de loi pour encadrer la profession. Ça laisse forcément la place aux dérives. Absence de prérequis pour entrer en formation. Ça met donc prétendument son exercice, donc l'exercice de la naturopathie, à la portée de toute personne, quelle que soit sa formation de base, quels que soient ses prérequis. Donc on peut vraiment avoir n'importe quelle personne qui peut rentrer en formation de naturopathie dans un cursus où il n'y a pas de base forcément solide. Voilà, donc ça fait vraiment une différence au final sur la pratique. Une activité exercée donc en libéral, sous le régime des professions du bien-être, ça met clairement une distance avec les professions de santé. Et puis une norme AFNOR qui est en cours et qui est un travail en collaboration depuis début 2023, qui devait être publié officiellement en août 2024, mais qui a été freiné par des étapes différentes au niveau, voilà, c'est pas le sujet d'entrer dans ce détail-là, qui a été de nouveau retravaillé et enfin apparemment une mise d'accord le 25 avril de cette année avec certainement une publication, en tout cas on l'espère, d'ici la fin de l'année. Donc le cadre, c'est pour normaliser la profession et sa formation. Voilà, mais ça reste une norme privée. Donc c'est une profession qui est sans cadre, ce qui donne une vulnérabilité, qui se retrouve dans une pratique qui manque de structuration et qui a du mal à poser du cadre, hein. La plupart des naturopathes que je rencontre ont du mal à poser du cadre. Pas étonnant lorsqu'on est dans une profession sans cadre et du coup du mal à intégrer une posture légitime. Plusieurs
on va dire, on est rangé dans plusieurs catégories, plusieurs titres autour de nos pratiques. Pratiques de soins non conventionnels par le ministère des Solidarités et de la Santé, thérapie complémentaire par l'Académie nationale de médecine, intervention non médicamenteuse par la Haute Autorité de Santé, médecine complémentaire par l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, médecine traditionnelle par l'Organisation mondiale de la santé. Et finalement, on ne sait plus trop bien comment est-ce qu'on doit s'intituler et dans quelle case, dans quel rang on a le droit d'aller, les mots qu'on a le droit d'utiliser aussi. Un client, un patient, la santé, le bien-être, la vitalité, on ne sait plus, on ne sait plus. Et à force de plus savoir, on ne peut pas être. Voilà. Il faut savoir pour savoir être. C'est fondamental. Donc, pourquoi repenser la méthode, hein? Parce que la naturopathie, c'est une méthode qui est traditionnelle, qui a vraiment sa place dans le système de santé et j'en reparlerai à la fin de ce webinaire, qui repose sur un bel idéal, mais et qui a une réalité qui est préoccupante. Donc on a une diversité des écoles avec une absence de prérequis. Durée de formation de 300, voire moins, à 1800 heures pour les dernières recommandations, donc selon les structures. Donc ça fait un delta qui est horrible. Et puis dans les heures, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ça aussi. Qu'est-ce qu'on a dans les heures? Des fois, on a des cours de cuisine, parfois c'est des cours de biologie. Qu'est-ce qu'on a réellement dans les heures? Pas de socle commun solide et pas d'harmonisation pédagogique entre les différentes écoles. Des praticiens qui sont mal outillés, qui peinent à analyser un terrain, à établir des liens de cause à effet entre le mode de vie et les déséquilibres fonctionnels, des difficultés à guider leurs consultants dans un accompagnement structuré et progressif. On va le voir par la suite, mais tout se joue au premier rendez-vous. Mais après, il n'y a pas de découpage pour un accompagnement progressif, et du coup un accompagnement réaliste, et du coup vivre de la profession. Un manque d'ancrage scientifique et des déconnexions des recommandations officielles, des dérives hyper médiatisées. Bon, bah voilà, quelques noms, mais Irène Grosjean, Barthélemy, Casas Novas, bon, il y en a quelques-uns comme ça, mais c'est trois, quatre noms hein, qui ont suffi on va dire, peut-être salir la profession. Et il y a un risque aussi de marginalisation, crise de l'image, perte de crédibilité et amateurisme perçu, c'est clair. Difficulté à vivre du métier, beaucoup sont obligés d'avoir une double activité ou arrêtent leur activité ou vivent dans une situation de précarité. Donc il est clairement temps de repenser la méthode. La méthode, elle va du début, hein, c'est-à-dire de la formation, qu'est-ce qu'on met dans le contenu, quel comité pédagogique on organise, comment est-ce qu'on valide les acquis au fur et à mesure, quelle méthodologie dans la pratique, comment est-ce qu'on accompagne les naturopathes sur leurs premières années de pratique. Voilà, est-ce que tout ça, c'est à revoir. Donc la méthode, elle est globale. Et puis, c'est pas pour renier l'essence de notre métier, pas du tout, bien au contraire. C'est lui donner les outils, lui donner tout ce qu'il faut pour pérenniser l'activité, euh, pour donner les moyens de survivre et de s'ancrer dans une réalité sanitaire actuelle. On va le voir à quel point il y a ces besoins-là. Donc là, je vais faire un focus sur les problématiques que je recense depuis des années et que je constate même dans les formations. Donc il y a clairement un manque de démarche scientifique, absence de base validée scientifiquement dans la formation initiale, un contenu qui est insuffisamment sourcé, hein, voilà, donc dans beaucoup de contenus, il n'y a pas la source systématique alors qu'il devrait y avoir systématiquement la source, des inégalités dans les enseignements et c'est formateur dépendant, voilà, parce qu'en fait, je crois qu'on peut même pas dire cette école est bien, cette école est moins bien, parce que on se rend compte que dans les écoles, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le répète, dans les écoles, il y a des formateurs et ces formateurs sont issus de courants différents, ou alors pire encore, ils ont tous fait la formation dans cette même école. Donc, ils sont jamais sortis du bocal. Hein, donc, ils n'ont jamais ouvert leur esprit, leur connaissance, jamais développé d'esprit critique. Donc ça, c'est le pire. Donc c'est vraiment formateur dépendant. Il y a une place importante des conseils empiriques au détriment des recommandations officielles. Il faudrait pouvoir allier science et tradition. Aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. C'est le naturopathe qui, après ses 3 ans d'études, va devoir aller à la chasse aux informations. Ça ne devrait pas être comme ça. Il y a un manque d'esprit critique de la part du naturopathe. Hein. Il y a souvent une assimilation de faits. Voilà, on assimile des données sans les remettre en question. Et pourtant, c'est la base de l'apprentissage. Donc, je vous invite à déconstruire
l'instruire si c'est pas encore fait. Manque de pratique en collaboration avec des professionnels de santé. Voilà, on est des professionnels du bien-être, mais qui jouons quand même dans la cour de professions de santé. Donc, c'est important de pouvoir travailler en collaboration et d'aller voir réellement ce qui se passe de l'autre côté. Et puis, bah, une dispersion dans la formation continue des naturopathes qui cherchent à se former dans tous les sens, de tous les côtés, par tous les moyens possibles. D'ailleurs, les laboratoires utilisent ça énormément. Ils donnent des formations, ce qui permet d'ailleurs de fidéliser les clients dans le conseil des compléments alimentaires. Mais bah, pourquoi les naturopathes cherchent à se former? C'est parce qu'il y a un manque de légitimité, un manque de connaissances, et c'est très bien de continuer à se former. Simplement, peut-être, faut pas se disperser. Donc, il faut aller vers une naturopathie moderne, à la croisée de la science et de la tradition. Pour cela, comment faire? Prendre appui sur des disciplines scientifiques telles que la nutrition, la phytothérapie, l'aromathérapie, pour lesquelles il y a des données, pour lesquelles il y a des preuves. Voilà. Si on n'arrive pas à tout prouver, et on ne peut pas tout prouver, hein, et on ne doit pas tout prouver, voilà, euh, il est important d'avoir des bases, des notions qui sont justifiables. Ça, c'est fondamental. Adopter une démarche scientifique en apprenant à rechercher des sources fiables. Voilà. Qui sait utiliser la table SICAL? Qui sait faire une recherche sur PubMed? Qui sait faire les recherches Nutri-Vigilance sur l'ANSES? Qui connaît l'annuaire phytothérapie sur l'ANSES? Je sais pas. Ça devrait être des automatismes qu'on retrouve dans nos formations de base, dans la formation initiale. Ça ne devrait pas être la mission de Sanavi que de donner ces éléments-là. Ensuite, développer l'esprit critique en analysant et en remettant en question ses connaissances, chose qu'on fait au quotidien, je pense, quand on est consciencieux. Et beaucoup de naturopathes, la plupart, et tous ceux qui écoutent ce webinaire sont forcément consciencieux et cherchent à développer leur esprit critique, je n'en doute pas. Il faut collaborer avec des professionnels de santé pour développer une approche intégrative, voir comment est-ce que nos pratiques peuvent s'imbriquer. Rejoindre un réseau pluridisciplinaire afin de pouvoir échanger, s'entraider, se faire aider. Nous sommes sinon dans des pratiques isolées. Et dans une pratique isolée, on ne peut pas évoluer. Et suivre des formations professionnelles continues de manière régulière et surtout sans se disperser, pour vraiment que ça réponde à son projet professionnel. Le gros problème et qui est le sujet quand même de ce webinaire, c'est le manque de méthode. Il y a un manque de méthode et ce depuis le départ, dans l'organisation de la formation initiale, clairement, dans l'analyse de l'évolution des acquis, mais en sortie d'études, il y a un manque de méthode dans le business plan, dans la création du business plan. On peut former des très bons naturopathes, mais ça ne suffit pas. Il y a une mauvaise gestion de l'agenda, avec des difficultés autour de la priorisation des tâches, un manque de méthode dès la prise de rendez-vous. Une première consultation qui s'appelle bilan de naturopathie, qui est un fourre-tout. D'ailleurs, souvent, on donne un diplôme, on valide une consultation dans le cadre des études de naturopathie sur ce bilan, sur cette consultation. Tout se joue lors de cette consultation. C'est un fourre-tout qui regroupe l'anamnèse, l'analyse de l'anamnèse, la stratégie, les explications pédagogiques, et la rédaction d'un long programme. Qui peut faire ça en 1 heure? Top chrono, très peu de temps, c'est chronophage. J'ai des chiffres, je sais que les naturopathes peuvent mettre jusqu'à 6 heures, mais ils se font payer qu'une consultation. Donc c'est trop gros, c'est un fourre-tout, ça manque de méthode, ça ne va pas. Il y a une difficulté à évaluer les progrès et les difficultés rencontrées par le client. Il y a eh bien, un cadre qui n'est pas reproductible et qui fait que chaque praticien va fonctionner à sa manière. Donc, si on fonctionne chacun de notre côté à notre manière dans un cadre non reproductible, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de méthode et j'imagine pas assez de résultats. Des praticiens qui sont débordés, à la limite du burn-out, mais j'en connais tellement, parce que, il y a la naturopathie, la communication, l'administratif, le marketing, les formations en cours, il y a beaucoup d'éléments, ce qui font que, le praticien est débordé et il a du mal à gérer, la priorisation de ses tâches, à organiser le développement de son cabinet et passe beaucoup de temps sur ce premier rendez-vous. Je reviendrai dessus juste après. Euh, donc, il faut adopter une méthode qui est reproductible. Comment établir un business plan qui est réalisable? Donc, se faire aider, se faire accompagner, euh, se faire aider, accompagner par un expert comptable.
Voilà, pas par, quelqu'un sur Instagram, là, qui est à la mode en ce moment, qui va, t'aider à développer ton activité en 180 jours. Voilà, ça c'est des conneries. Il y a un métier pour tout. Voilà, on va pas faire de pratique illégale de la diététique, de la médecine, hein, et de la comptabilité non plus. Donc quand on a besoin d'établir un business plan, on va toquer à la porte d'un expert, qui est un expert comptable. Organiser l'agenda pour gagner en fluidité, voilà, pour, pouvoir organiser. Par exemple, le matin, ma première demi-heure, eh bien, il y a rien dedans parce que je j'y réponds, aux messages. Ensuite, j'ai un temps de structuration, sur mes ren ma prise de rendez-vous. Ensuite, je réponds aux mails. Ensuite, voilà, en fait, découper les tâches, hem et ensuite apprendre à gérer, du coup, la priorité des tâches par ordre d'urgence et d'importance. Se poser ces questions: «Est-ce que c'est urgent? Je ne sais pas. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est urgent et important? Du coup, je fais quoi d'abord?» Ensuite, poser une méthodologie de pratique, c'est vraiment alors avec, rendez-vous, anamnèse, restitution du bilan, hein, est-ce que vous faites une restitution pédagogique du bilan, la mise en place des objectifs dans l'accompagnement, ça va être la suivi, toute la méthodologie d'ailleurs qui est illustrée par les outils ici, c'est des outils que je transmets dans la formation, sur cette formation conduite des séances, à de l'anamnèse jusqu'à l'analyse des informations, ensuite la restitution pédagogique. Ensuite, ici, vous voyez des graphiques parce que moi, je transmets des graphiques sur la répartition tempéramentale pour avoir quelque chose de bien visuel. Et ensuite, par exemple, une liste d'objectifs qu'on va sélectionner ensemble avec la personne. Donc, il faut adopter une méthode reproductible pour gagner en efficacité et en sérieux et en prise au sérieux. Se poser des objectifs de progression vraiment réalisables. Voilà, il faut que les objectifs soient réalisables, vos propres objectifs, ceux que vous transmettez aux clients, mais les vôtres. Voilà, que ce soit du business plan, de votre méthode, tout doit être objectivé et calculé pour voir si c'est réalisable ou pas. Et intégrer dans son mode de vie les conseils préconisés aux clients. On dit toujours les conseilleurs ne sont pas les payeurs. J'accompagne beaucoup de naturopathes, même en consultation, qui n'ont pas le temps d'aller pratiquer de l'activité physique, pas le temps, de faire 5 minutes 3 fois par jour de cohérence cardiaque, qui sont dépassés et du coup, comment le naturopathe qui a toutes les connaissances n'arrive pas à introduire toutes ces recommandations dans son quotidien, comment est-ce qu'il peut être convaincant, auprès de ses clients? C'est irréaliste, irréalisable, donc c'est important de pouvoir tester, de pouvoir expérimenter pour pouvoir transmettre. Je vois pas comment on peut faire autrement. Ensuite, de grosses difficultés à analyser et faire des liens. C'est ce qui fait que beaucoup viennent vers Sanavi en formation, que ce soit pour les spécialisations, femmes, avec, toute l'hormonologie, hein, qui est une des un de mes grands dadas, mais aussi en conduite de séance pour avoir une approche fonctionnelle dans tous les systèmes. Il y a une vraie difficulté à faire des liens et du coup, à tirer des axes de travail et à prioriser les actions. Donc, une anamnèse qui peut durer parfois plus de 2 heures. Une masse d'informations, franchement en partie inutiles. Trop de questions posées sans objectif précis. Un manque de connaissances en biologie humaine et en biochimie. Une formation initiale dépourvue d'approche fonctionnelle. Moi je vois bien dans les formations initiales, on apprend le corps de manière découpée, mais on n'apprend pas l'interaction entre les systèmes et justement l'aspect fonctionnel de chaque système en interaction avec les autres systèmes. Voilà, donc ça, c'est à apprendre ou à réapprendre. Et c'est vrai que c'est ce qu'on transmet dans cette formation de conduite de séance. Difficulté, du coup, si on a des difficultés à avoir une approche fonctionnelle, on va avoir une difficulté à prioriser les axes. Voilà. Ensuite, il y a une difficulté clairement à raisonner par manque de structuration des pensées au cours de l'apprentissage dans la formation initiale. On n'apprend pas à structurer la pensée avec méthode. Encore une fois, un manque de méthode. En médecine, il y a les arbres de décision, arbres décisionnels. En naturopathie, on pourrait faire d'autres arbres de décision ou des cartes mentales, des schémas pour structurer la pensée. C'est hyper important. Et ça aussi, c'est très formateur des Ensuite, hypothèse variable, hein, clairement, en fonction des formations qu'on a suivies. Chacun va avoir son hypothèse avec, des fois, peu de fondements biologiques et du coup, c'est pas reproductible, donc ça va pas. Quand il y a pas de fondement biologique, il n'y a pas, c'est pas reproductible. Donc si vous trouvez que dans vos pratiques, c'est pas reproductible, c'est que c'est pas assez fondé, en fait, c'est pas assez solide, en termes d'apport, scientifique, en termes de connaissance de l'humain.
Donc, il faut adopter une démarche systémique, ça fait partie de la naturopathie, et fonctionnelle pour faire les liens de cause à effet. Et pour le coup, vraiment voir la personne dans sa globalité. Donc, reprendre les bases en biologie et développer ses connaissances en analyse fonctionnelle. Poser seulement des questions utiles lors de l'anamnèse, surtout quand on fait tout en 1 heure, en premier rendez-vous, hein. Donc, il est toujours temps de revenir sur certains points par la suite, lors de d'autres rendez-vous. Créer ou recréer une anamnèse méthodologique afin de pouvoir prendre du recul, voilà, et analyser les données. En fait, quand on a la masse d'informations, ça va dans tous les sens. Il y en a qui écrivent autant des points forts que des points faibles sur leur papier, qui peut faire 5 pages, de la même couleur. Comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver derrière, pour tirer les forces, les faiblesses, les priorités et du coup les axes de travail? Ben, pour ça, il faut de la méthode. Hein, pour analyser les données, eh bien, on peut faire des schémas, des cartes mentales, des arbres de décision. En fait, il faut structurer la pensée. Et plus on s'entraîne à structurer sa pensée à chaque rendez-vous, et plus il y a des liens de cause à effet qui vont s'ancrer en fait dans vos fonctionnements. Parce que l'humain est doté d'une grande plasticité neuronale et cette plasticité neuronale, elle se développe par la répétition et par la méthode. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la méthodologie. C'est vraiment avec les dernières avancées en neurosciences, plus on va répliquer, reproduire une méthode toujours la même, plus on va creuser en fait des nouveaux champs de connexion à des réseaux de synapses. Et du coup, on va développer la plasticité neuronale et la capacité à faire des liens. Donc, c'est un entraînement. La structuration des pensées, c'est vraiment un entraînement. Ensuite, il y a une difficulté que je retrouve souvent qui est à poser du cadre. Alors, le cadre, c'est très large, en fait. Ça peut être le temps qui passe, donc difficulté à gérer le temps, mais le cadre, c'est-à-dire vraiment la pratique. Je suis naturopathe et dans ma pratique, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai comme outil, comme objectif? Euh, Pourquoi? Parce qu'il y a une mauvaise structuration des séances. Il y a un bilan qui n'est pas qu'un bilan, hein, c'est souvent un rendez-vous fourre-tout sous-payé, en fait, qui coûte beaucoup trop cher pour le client, parfois jusqu'à 130 voire 200 euros ce premier rendez-vous, et qui est beaucoup trop fastidieux pour le naturopathe. Donc là, déjà, dans ce qu'il faut repenser, c'est ce bilan. On va le voir juste après. Difficulté à gérer le temps pour chaque partie de la séance, hein. Déjà, il faut différencier la première séance des séances de suivi. Difficulté à poser du cadre à cause d'un manque de méthodologie reproductible, hein. Ça devrait être comme une danse où chaque pas est connu par cœur. À chaque étape, il y a vraiment voilà, une méthode qui donne d'ailleurs beaucoup d'assurance et de confiance aux praticiens et à la personne en face. Des objectifs naturaux qui ne sont pas clairement posés dans une base de données. Des techniques qui ne sont pas clairement identifiées ou définies dans une base de données pour chaque praticien. Hein. Manque d'outils pratiques et d'outils pédagogiques pour la partie pédagogique, pour la partie restitution. Souvent, il y a un manque d'outils et trop de temps passé à la production de supports. La rédaction, la création de contenu, c'est quelque chose qui est très, très, très chronophage chez les naturopathes. Trop chronophage. Alors, comment on fait? Eh bien, il faut adopter une pratique structurée qui va poser de facto le cadre. En ayant une pratique structurée, on va poser un cadre. Structurer la séance en temps limité. Là, vous voyez, c'est un exemple de structuration que je vais donner, que je donne en formation. Expliquer aux clients dès la prise de contact le déroulement de vos séances. Moi, premier rendez-vous, voilà comment ça se passe. Deuxième rendez-vous, voilà comment ça se passe en termes de temps, en termes de ce que je vais faire, en termes de ce que je vais vous demander. Ensuite, il faut toujours laisser de la place pour une pédagogie active, pour expliquer au client. Il faut lui expliquer le pourquoi des conseils. Il faut tout expliquer pour avoir derrière un engagement, hein, et si on veut induire le changement en face, il faut expliquer, il faut être pédagogique. Utiliser des ressources fiables qui existent déjà. Il en existe bon nombre. Je vous parlais tout à l'heure des recommandations officielles. Vous avez aussi l'ASEF, Association Santé Environnement France. Vous avez l'IEDM. Vous avez toutes ces structures-là, des organisations très sérieuses qui ont tout un comité qui travaille en pluridisciplinarité et qui font des outils fabuleux à la disposition du grand public, hein. Donc, utilisons ce qui existe déjà. Et puis, planifier un accompagnement par étapes avec le consultant. Le souci, je le mets en majuscule, de beaucoup de naturopathes, c'est ce programme d'hygiène vitale chronophage et sans pédagogie. 12 pages, 15 pages, trop d'informations.
une rédaction longue d'un document imbuvable pour le client, avec des objectifs qui ne sont pas spécifiquement définis avec le client. Oui, ils sont en lien avec l'anamnèse, mais ils ne sont pas spécifiquement définis avec le client. C'est-à-dire que le client, parfois, il découvre ses objectifs dans son programme qu'il reçoit par mail, un document envoyé a posteriori, qui a aucune valeur pour le client. Il ne sait pas comment il va devoir, par quoi il doit commencer. Voilà. C'est un programme qui est livré donc très souvent trop tardivement et généralement sans explication ou alors avec un appel téléphonique qui prend encore du temps et qui n'est pas calé forcément dans l'agenda. Il manque d'explication du pourquoi et du comment. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le temps pendant le premier rendez-vous à la pédagogie puisqu'on a passé notre temps à poser des questions. Donc si on passe du temps à poser des questions, ben ensuite, quand on va donner les conseils, on n'explique pas pourquoi. On dit juste quoi faire. Voilà, vous devez faire plus de sport, plus dormir, moins de stress et manger plus de légumes. Voilà. Mais là-dessus, il manque quoi vous devez le faire, dans quel ordre procéder et vraiment comment vous devez le faire. Et expliquer le pourquoi et le comment, ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça qu'il faut découper les objectifs, les axes sur plusieurs rendez-vous. Et c'est un document du coup qui est peu utilisable par le consultant. Par quoi commencer? Et donc, une fois qu'il a reçu ce document, eh bien, le naturopathe attend bien gentiment que le client revienne un mois après. Et donc, le client il est censé revenir avec son document de 15 pages et dire enfin par quoi on va commencer. C'est absolument pas viable, ça, comme pratique. Le programme d'hygiène vitale doit devenir un programme d'accompagnement et pas un pavé remis au premier rendez-vous. Découper ce programme en étapes. Après avoir tiré des axes de travail, qui sont donc des objectifs généraux, hein, définir avec le consultant des objectifs spécifiques d'un rendez-vous sur l'autre. Je vais vous donner un exemple. Donc, en objectifs généraux, eh bien, euh, on va dire améliorer la digestion et travailler sur l'axe du système nerveux, hein, donc la gestion du stress, puisqu'on se rend compte que c'est le stress qui donne les troubles digestifs. Ça, ce sont des objectifs généraux. C'est ce qui doit ressortir d'un bilan. Voilà, monsieur, voilà, madame, suite au bilan, suite à toutes les questions que je vous ai posées, voici ce que j'ai pu observer. Voici les points forts, voici les points faibles, et voici pourquoi je pense que c'est votre état de stress qui a un impact sur vos troubles digestifs, qui est peut-être même à l'origine de vos troubles digestifs. Donc, je vous propose de travailler sur ces deux axes, la gestion du stress et des émotions, et aussi votre digestif. Et donc, je vous proposerai dans les accompagnements suivants d'avancer étape par étape. Merci, au revoir. Et ensuite, au prochain rendez-vous, eh bien, on va pouvoir être dans des objectifs plus spécifiques. Chez cette personne-là, quel outil allons-nous utiliser pour la gestion du stress? Est-ce qu'on va utiliser la cohérence cardiaque, la respiration des huiles essentielles? Est-ce qu'on va faire avec lui au cabinet? Est-ce qu'on va lui proposer de relever tout au long de la journée les agents stressants? Ouais, ça, c'est de l'accompagnement par la suite. Ensuite, utiliser des documents pédagogiques pour expliquer le pourquoi et comment faire pour que ce soit concret. Voilà, quand on a un document qui va pouvoir être réutilisable, on gagne du temps. Et puis, il faut soutenir la motivation entre les rendez-vous en fonction, alors notamment en fonction des tempéraments. Là, pour le coup, moi, j'utilise beaucoup les tempéraments hippocratiques dans leurs traits de caractère pour savoir à quel moment je dois les recontacter, leur envoyer un petit message pour leur faire signe dans la semaine, par exemple, et me montrer disponible. Mais alors aussi, ça peut devenir chronophage, donc ça doit être très bien intégré dans l'agenda. Un accompagnement du coup qui est peu structurant, forcément, ça en découle, manque de structuration dans le temps, ou alors un accompagnement peu structuré, hein, ça découle de ce programme d'hygiène vitale qui est fourni en pavé au premier rendez-vous. Pas d'objectifs clairement définis, des objectifs précis, pas de repères, pas de mesure de progression, c'est-à-dire de quoi on part, vers quoi on doit aller. Hein. Donc clairement, sur une échelle de 1 à 7, pouvez-vous me définir aujourd'hui la qualité de votre sommeil? Voilà, ça devrait être posé à chaque rendez-vous. Un suivi qui est flou, sans planification du changement, et du coup, un manque d'implication du client, donc un client qui n'est pas fidélisé, et une sensation d'échec, que ce soit pour le client ou pour le praticien. Du coup, il nous faut aller vers un accompagnement structuré, on en revient, la méthode, définir des objectifs avec le client, et ce, à chaque étape. On ne peut pas le faire en amont puisqu'on ne sait pas comment est-ce que les choses vont évoluer. Donc, il faut adopter une posture de coaching, mais on n'est pas coach.
Proposer un parcours clair avec des points d'étape, hein, expliquer pour impliquer et être disponible entre les rendez-vous. C'est indispensable pour un accompagnement structuré. Un manque de compétences spécifiques qui donne un manque de légitimité. Il y a une pratique qui est trop généraliste. De toute façon, c'est une formation de base, 3 ans pour une formation généraliste. Le niveau de base en formation initiale est insuffisant à ce jour, euh, et il y a besoin de continuer à se former après la formation et de se former dans un axe spécifique. Voilà. Donc, peu de profondeur sur les cas complexes, et c'est normal, on ne peut pas en 3 ans voir toutes les généralités, enfin en profondeur, hein. Donc on reste général, et c'est ensuite pour chaque praticien à aller chercher on va dire, ses voies d'attirance, ses sujets d'attirance, ses thématiques d'attirance pour aller développer ses compétences. On retrouve un manque d'approche fonctionnelle dans la formation naturopathie de base, un manque de travail en pluridisciplinarité. Moi, je remarque très souvent que les naturopathes ne savent pas à quel moment il faut réenvoyer vers une diététicienne. Je sais que je reprends cet exemple très souvent, mais moi, je trouve ça effarant que des naturopathes fassent du comptage de calories, du comptage d'apports protéiques, du comptage de rations. Ce n'est pas leur métier dans ces cas-là. Ils doivent réorienter vers une diététicienne. Voilà. Il y a du coup un manque de crédibilité, une posture qui est fragile, et ça donne forcément des doutes sur soi. Et quand on a des doutes sur soi, sur ses compétences, sur sa pratique, c'est difficile d'aller se faire connaître, euh, et de gagner en visibilité et en légitimité. Donc, il faut pratiquer une naturopathie avec de l'expertise dans un domaine pour gagner en légitimité. Se spécialiser, c'est un gage de compétence, de sécurité pour le client et pour soi, et d'efficacité. Monter en compétence dans des domaines spécifiques en fonction du projet professionnel, hein. Éviter d'aller dans tous les sens. Continuer à se former, c'est important pour adopter une posture critique, renforcer son identité professionnelle, construire une réputation solide et adopter une posture de complémentarité avec les pratiques de santé. La difficulté à vivre du métier, hein, et j'imagine que c'est pour ces raisons-là qu'on a eu 125 inscriptions à ce webinaire et qui sera revu, j'imagine, 400 à 500 fois sur les replays. Des revenus précaires, hein, donc il y a des études, hein, qui nous montrent que les praticiens de bien-être vivent dans la précarité. Voilà. Donc des revenus précaires, souvent un emploi second ou arrêt du travail de l'activité. Il y a une forte concurrence, un manque de stratégie dans le développement de l'activité, une mauvaise gestion des frais, des installations en milieu rural qui n'aident pas forcément aux choses, un manque d'expérience, une proposition qui est généraliste, une offre qui n'est pas travaillée. Voilà, tout le monde fait la même chose, un rendez-vous qui dure 1 heure et demie, des rendez-vous de suivi qui durent 1 heure, rien de plus. Donc on va choisir comment son naturopathe. Donc il faut travailler l'offre. Une activité qui n'est pas diversifiée, un format de consultation qui n'est pas adapté à l'offre, hein. Ça peut être que du visio, que du présentiel. Bon, il faut adapter son format à son offre. Un manque de notions de communication et de marketing, et un manque de connaissances de base comptable. Alors, pour pérenniser les revenus, euh, et assurer une stabilité financière et rendre l'activité rentable, il faut monter en compétences, travailler sa communication, structurer son offre vers une ou des niches précises en fonction de ses attirances et de ses compétences peut-être initiales, proposer des accompagnements engageants, se démarquer dans un marché qui est concurrentiel, localisation et format de consultation adaptés à l'offre. Selon où est-ce qu'on est installé, eh bien, il faut des formats adaptés, hein. Je parle bien sûr de visio et de cabinet. Il faut justifier d'une expertise reconnue, hein, pour augmenter sa crédibilité. Évidemment, gagner en expérience, et ça, bah, il n'y a que le temps qui peut donner l'expérience, mais aussi les stages, de la collaboration avec d'autres praticiens. Intégrer donc un réseau de professionnels solides et pluridisciplinaires, une gestion rigoureuse de la comptabilité, donc se faire aider là pour ça aussi, une communication ciblée en rapport avec l'offre. Donc avant de partir en communication dans tous les sens, il faut d'abord travailler son offre. C'est d'ailleurs ce que nous faisons dans les tables rondes avec notre association Sanadi. Tous les mois, nous proposons une réunion d'1 heure et demie qui est sur une analyse de pratique et de réflexion de groupe. Et ces dernières semaines, ces derniers mois, nos axes ont été sur travailler sur identifier nos valeurs et du coup notre offre pour se faire connaître auprès des professionnels de santé. C'était nos objectifs là de janvier à juin.
Et puis, diversifier les activités, et créer des partenariats qui peuvent être créés avec des professionnels de santé, du bien-être, mais aussi des magasins bio, des laboratoires, des producteurs de légumes, enfin voilà, des partenariats, on peut en créer, voilà, on peut en créer beaucoup. Alors, dans notre pratique, de santé et du bien-être aujourd'hui, on va dire que dans le parcours conventionnel, dans la médecine, la santé conventionnelle, il n'y a pas de prise en compte du terrain. Il y a des informations qui sont accessibles, hein, notamment les recommandations officielles, mais peu d'accompagnement à leur mise en place. Pas le temps, les consultations sont trop courtes face à une demande qui est très importante. Il n'y a pas d'éducation au mode de vie sain. Il y a une désertification médicale qui est claire, et notamment dans les zones rurales. Il n'y a pas d'enseignement du fonctionnement de l'organisme, et du coup, on a un manque d'implication des consultants par manque de sensibilisation et manque de connaissance de leur fonctionnement, hein, de leur corps. Une naturopathie moderne peut proposer une prévention, et c'est vraiment un acteur de prévention majeur autour de la nutrition, de l'activité physique, du mouvement, du sommeil et de la santé mentale. Je parle bien de domaine de prévention, voire d'accompagnement avec les professionnels de santé. Il y a une demande sociétale, forte et en croissance. On a une étude qui a été faite en 2021 sur, alors elle date un peu, mais sur vraiment, la demande exponentielle en fait de pratiques, complémentaires ou dites de médecine alternative. C'était basé comme ça sur l'étude. Aujourd'hui, le problème, depuis 2021, c'est qu'en 2021, il y a eu vraiment un essor de la demande, avec une opulence dans certains cabinets. À ce jour, la difficulté, elle est financière. Elle est vraiment financière. Les gens ont envie, mais n'ont pas forcément le budget. D'où l'intérêt d'avoir une offre claire, structurée et engageante. Et d'être du coup compétente, d'avoir du résultat. Nous n'avons aucune obligation de résultat, on est bien d'accord. Mais sans résultat, les gens perdent leur argent. Et donc, c'est important d'avoir une pratique fiable, méthodologique, pour qu'il y ait du résultat, pour que les gens qui dépensent de l'argent vers ces pratiques puissent concrètement comment s'y retrouver dans leur porte-monnaie. Voilà. Ensuite, on a un accompagnement et des conseils individualisés selon le terrain. Et ça, c'est vraiment la notion de terrain, c'est une puissance que nous avons en naturopathie. On a du temps en consultation, on a des compétences en nutrition, en gestion du stress, en phytothérapie, aromathérapie et en pédagogie aussi, hein. Donc, on a vraiment notre place. On a une pratique complémentaire. Pas dans l'opposition, hein, mais bien dans l'articulation des savoirs, et c'est comme ça qu'il faut vraiment trouver sa posture. Voilà, donc ça c'est une image qui peut illustrer cela. On a la naturopathie traditionnelle et qui peut être, attention, ne pas me faire dire ce que j'ai pas dit, qui peut être poussiéreuse. On a la médecine conventionnelle tout de l'autre côté qui est là pour la maladie, le diagnostic basé sur la science, la preuve et qui est censé faire de la prévention mais qui n'a pas le temps. Et coincé entre, on a la naturopathie moderne qui est entremêlée avec la médecine fonctionnelle qui est l'émergence d'une nouvelle médecine. Voilà, donc il faut vraiment nous trouver notre posture de naturopathie moderne qui a une approche traditionnelle et fonctionnelle, toujours pareil, à la croisée de la science, de la tradition et qui est basée sur des connaissances physiologiques et biochimiques du terrain. Voilà. Et là, on a une vraie complémentarité, une vraie légitimité à pratiquer. Donc, dans notre formation on va dire, de conduite de séance, on propose vraiment d'atteindre des objectifs pour asseoir la pratique, compléter ce qui a été vu en formation initiale, pour acquérir une méthodologie complète, hein, de conduite de séance en naturopathie intégrative, avec de la rigueur, structurer une séance, hein, avec notamment, on mise beaucoup sur un questionnaire préalable à la consultation, adopter une lecture fonctionnelle et systémique du bilan pour identifier les liens de cause à effet, restituer un bilan de manière pédagogique et claire au client, hein, afin qu'il puisse comprendre son terrain et puis qu'on puisse tirer des axes de travail et obtenir son adhésion, construire un accompagnement structuré et clarifier la posture, clarifier l'offre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment nos objectifs de formation.
On a un format, on va dire, innovant. C'est une formation dite hybride, donc qui est adaptogène, puisqu'elle va s'adapter un peu à toutes les modes d'apprentissage. On a toute une partie e-learning en vidéo pour toutes les bases théoriques et le travail personnel, et une partie en synchrone avec moi pour travailler sur tous la réflexion collective, les outils que vous élaborez ou que vous révisez tout au long de cette formation. Et cet accompagnement peut être suivi en distanciel, vous pouvez le faire au cabinet, mais aussi en accompagnement individuel. Donc, je fais aussi de la supervision individuelle. On a donc dans la partie théorique 4 modules pour une progression vraiment logique. Euh, Introduction et réflexion, avec un rappel des bases de la notion de terrain, la naturopathie intégrative, sa définition, la relation à l'autre pour comprendre les résistances au changement et comment impulser le changement chez l'autre et du coup fidéliser en cabinet, le cadre juridique et éthique et des travaux pour préparer la première journée pratique. Ensuite, deuxième module, recueil et analyse d'informations avec une démarche systémique et fonctionnelle, toute une méthodologie avec une anamnèse et j'expose carrément mon anamnèse avec, pour chaque question posée au client, j'explique au fur et à mesure les liens de cause à effet. Analyse ensuite, cette troisième partie, c'est l'analyse de toutes ces informations-là. Il faut analyser les informations, faire une synthèse pour ensuite restituer au client le bilan. Donc pour ça, il faut être méthodologique pour pouvoir faire une restauration pédagogique et donc là, préparer la troisième journée pratique. Et ensuite, quatrième étape, c'est définir les objectifs, conseiller, accompagner, donc avoir toute une méthodologie pour élaborer le plan d'accompagnement et puis, comment créer tous ces outils en fait pédagogiques, fiches pratiques. Toutes les recommandations officielles aussi sont transmises. Hem et puis vous avez aussi un vade-mecum de toutes les bases phyto, aroma, gémeaux, pour pouvoir retrouver rapidement l'information, une information juste et tout ça, c'est classé par système. Donc c'est une très, très, très une très grosse charge de travail pour moi d'avoir créé cette formation. Et puis, ben, pour l'aspect pratique, chaque module va être entrecoupé de journées pratiques, avec, eh bien, toujours un temps de recueil d'informations, de questions-réponses, une réflexion collective et puis, bah, surtout d'avancer et de faire le point pour vous expliquer peut-être, les liens de cause à effet que vous n'auriez pas compris, même si c'est pas l'objectif de la formation, la biologie fonctionnelle complémentaire qui peut être posée en complément de l'anamnèse, les échanges et difficultés facilitées rencontrées, les retours partage d'expériences qui sont très importants et puis, bah, tout ce qu'il vous faut pour finaliser vos outils, hein, donc vos questionnaires, vos outils de restitution, votre grille d'analyse, et vos objectifs ensuite, hein. Voilà, donc ça, c'est on va dire sur 4 mois. Et si vous faites un accompagnement en individuel, ça peut être sur 4 à 6 mois en fonction des besoins. Voilà. Donc, l'organisme Sanofi est certifié Canopy, ce qui fait que nos formations peuvent être prises en charge par le FIFPL notamment. On a vraiment, on a de l'exigence, donc on exige des prérequis pour entrer en formation, mais notamment en formation de spécialisation, un peu moins sur la conduite de séance. Quand vous rejoignez notre communauté, donc notre association, vous intégrez un groupe WhatsApp qui s'appelle Communauté Sanavi. Vous pouvez participer à nos tables rondes, hein, des tables rondes mensuelles, et accéder à notre Sanatech numérique et dans nos locaux. Vous pouvez venir dans nos locaux. On a pléthore de livres. On a plus de 400 livres. Je crois qu'on frôle les 500 maintenant que vous pouvez venir lire et travailler dessus si vous n'habitez pas très loin. Vous avez aussi accès à notre espace replay où on a tous les webinaires que je donne, un webinaire par mois sur différentes thématiques qui sont là d'ailleurs pour illustrer un peu nos formations donc dans le domaine de la femme, de l'enfant, du senior. Voilà, donc l'adhésion, c'est 20 € par an. Donc c'est une adhésion qui n'est vraiment pas, voilà, pas chère par rapport à tout ce qu'on propose. Et Sanavi, bah, association, quelques images pour vous montrer que nous sommes vraiment une association engagée. On n'est pas là qu'à vendre du contenu de formation ou dire ouais, ouais, la naturopathie, elle est poussiéreuse, faut la mettre à jour. Il y a vraiment derrière un travail en collaboration avec des collectivités, des professionnels de santé, euh, les scolaires. Hein, vous voyez ici les interventions avec les écoles. Ici, on a fait les repas d'une activité sportive. Enfin, voilà, on a beaucoup d'actions comme ça qui illustrent vraiment nos propos.
Voilà, donc vous pouvez tout à fait prendre rendez-vous avec Camille ou avec moi. Avec Camille, ce sera plutôt sur la partie administrative et accompagnement pratique. Et puis moi, ce sera plutôt sur le contenu pédagogique, la pratique professionnelle et éventuellement le projet professionnel, de voir comment est-ce que je peux vous accompagner au mieux. Voilà, puis on reste vraiment à votre disposition pour toute question. Merci beaucoup pour votre écoute, pour votre temps passé à nos côtés, et puis ben, pour l'investissement que vous mettez aussi dans ce beau métier de naturo, métier auquel je crois évidemment de tout cœur, mais auquel je pense qu'il faut vraiment revoir la méthode pour mettre un peu d'humour en fin de séance, mais ça me semble important. Voilà, et mettre de l'entraide aussi, voilà. Beaucoup plus que diviser. Je pense que c'est vraiment important de remettre du lien plus que de diviser parce qu'on est dans une pratique qui divise énormément. Voilà, et ça, c'est pas possible. On n'y arrivera pas comme ça. Bien, au plaisir, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci à Au toi, Merci. revoir. Nathalie.